Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va faire la présentation de l'étape numéro 8 de ce Tour de France 2022, Tour de France 2022 international, car aujourd'hui, nous allons aller en Suisse. Et oui, troisième pays en dehors de la France parcouru par ce Tour de France 2022 lors de cette première semaine. Étape qui, moi, me passionne pas énormément, mais je vous dirai pourquoi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et votre grosse cote. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, le football féminin. On parlera peut-être également du Tour d'Italie féminin. J'ai regardé j'ai essayé de regarder beaucoup d'étapes, sinon j'ai regardé des résumés quand je pouvais pas voir les étapes. Mais on essaiera de faire un petit débrief de tout ça, peut-être. Et puis la Formule 1 également, qui sera sur la chaîne avec le Grand Prix d'Autriche. Arrivé en Suisse pour cette étape qui pourrait permettre à une échappée d'aller au bout, parce que très clairement le parcours n'est pas incroyable en termes de difficulté. La montée de Lausanne ne devrait pas permettre de faire des grands écarts non plus. Donc c'est plutôt favorable à une échappée, surtout que la veille on aura eu la super plongée Belfique, on aura eu l'étape de Longwy, l'étape des pavés, on a enchaîné un triptyque qui a quand même été très difficile. Donc ça m'étonnerait pas qu'on tente quand même l'échappée et que l'échappée puisse aller au bout. Il faudra faire également avec les punchers, les sprinters punchers qui voudront peut-être remporter cette étape s'ils sont en plus un petit peu sevrés de victoire. D'une étape où il y aura 2547 mètres de dénivelé positif, donc vraiment une étape de moyenne montagne, mais sans grosse difficulté non plus majeure à part l'arrivée. Ça pourrait permettre quand même à des coureurs d'aller au bout. Et puis il n'y a pas énormément de pourcentage non plus sur cette étape, donc normalement l'échappée, je vois bien une échappée aller au bout. Pour moi, c'est une étape pour baroudeur, c'est une étape pour échapper. Surtout que voilà, du côté des leaders, on n'aura pas grand-chose à gagner. Très clairement, à vouloir remporter cette étape et à vouloir tenter de faire la différence sur cette journée. On regarde tout de suite le profil de cette étape. Donc, entre Dole et Lausanne, Dole, c'est dans le Jura français. Et puis on traversera la frontière pour aller à Lausanne. On a donc une étape, comme vous voyez, avec quelques difficultés au programme, ce qui va permettre à une échappée de s'amuser. Par contre, ouais, vous voyez, du côté du peloton, la dernière difficulté est une 4e catégorie à 40 bornes de l'arrivée. Même si c'est mal plat, ce n'est pas suffisant pour rendre cette journée difficile. On part de Dole pour arriver à Arbois au bout de 31 km de course. Peut-être que l'échappée ne sera pas encore partie à ce moment-là. On aura une difficulté, le belvédère du fer à cheval, qui n'est pas au classement de la montagne. 6,4 km à 3,9%. On aurait pu la mettre en 3e catégorie. Mais les organisateurs en ont décidé autrement. Ce qui nous permettra de dépasser les 500 mètres d'altitude qui seront à peu près l'altitude qu'on aura, on sera souvent au-dessus de ces 500 mètres pendant une grande partie de la journée. Pour arriver du côté de Montrond, pour le sprint intermédiaire au kilomètre 47, on sera encore à 140 km de l'arrivée de cette étape de 186 km. Et puis on aura la première difficulté du jour, la côte du Maraîcher. 2 km 1, 5,5% de moyenne, côte de 4e catégorie, qui sera au kilomètre 175, donc à 110 km de l'arrivée. Côte du Maraîcher, pardon. Je vais y arriver, un petit peu du mal. 2 km 1, 6% pendant 500 mètres. Pendant 1 km même 6%. Et puis après 5,9. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas très long. Ça devrait pas faire très mal aux pattes. On aura ensuite une petite descente. Alors pas tout de suite, même vous voyez, on sera sur un petit plateau pendant une dizaine de kilomètres, avec même une petite bosse, et puis ensuite on aura une descente qui nous amènera au pied de la côte des Rousses. Le pied sera au kilomètre 93 à la sortie de Morez, je pense qu'on doit dire peut-être Morez dans ce coin-là, je ne sais pas. Les noms de villes, c'est pas toujours facile. Et puis on demandait à Anne-Sophie Lapix avec Binche. Elle a fait comme moi, elle a fait la même erreur que moi, c'est qu'elle croyait que ça se prononçait comme la pomme de terre, la race de pomme de terre. Et elle a fait la même erreur que moi. Ça arrive même au meilleur. Côte des Rousses, 6 km 7 à 5% de moyenne.
Côte de troisième catégorie au kilomètre 101,5, c'est-à-dire à 85 km de l'arrivée, donc on sera encore loin sur cette côte des Rousses qui sera la côte peut-être la plus longue de la journée. Est-ce que c'est pas forcément la plus difficile? Il y aura un passage quand même, un kilomètre compliqué entre le kilomètre 2 et le kilomètre 3 à 10,1% de moyenne, et puis ensuite on sera entre 5,5%, je dirais, sur la majorité des 3 kilomètres qui suivent cette côte des Rousses, où le record sur Strava est à 17 minutes 04 sur ce record, donc ce qui fait à peu près 24 km de moyenne sur cette montée. Donc 17,04, voilà, ça montre qu'il y a quand même un passage difficile et que ce n'est pas si simple du côté de cette côte des Rousses. On poursuit ensuite avec un plateau, parce qu'on ne descendra pas après cette côte des Rousses. On va rester aux alentours de 1000 mètres d'altitude avant d'aller au col du Petra Félix. Ça sera au kilomètre 138,5, donc vous voyez à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée même pour ce col du Petra Félix. De kilomètre 3 à 6,1 de moyenne, côte de 4e catégorie. Là encore, hein, vous avez 1 km au-dessus, 500 mètres au-dessus de 7% et 6,4. Bon, ça reste une côte très courte. On enchaînera juste après avec le col du Molendruz, qui sera au kilomètre 138,5. Et après, on descendra, et ça sera le point culminant même de la journée, à 1178 mètres. Ensuite, on descendra pour arriver quasiment à Lausanne. Hein. Sur la fin, ça sera une descente un peu moins rapide. Mais voilà, hein, on va bien descendre pendant une vingtaine de kilomètres avant d'arriver à Lausanne. Lausanne, col de 2, 3e catégorie. 4 km 9 à 4,5 de moyenne. Cette montée à Lausanne, la montée du stade olympique, qui se fait en fait en 2 temps. Hein. C'est vraiment 2 rampes distinctes qui sont en ligne droite. Hein. Donc le passage sur le plat, c'est là où il y a les 2 virages. Et vous avez donc 2 rampes. 8,3% notamment sur 500 mètres. Après, c'est pas non plus un enfer. Je dirais qu'on peut pas... Enfin, c'est compliqué de faire des écarts quand même sur cette montée finale, même entre leaders. Donc je pense que ça risque d'être une étape pour échapper, que derrière, on se regarde. On passe à l'histoire du jour. Histoire où il y aura peu de photos, parce qu'on va parler du Tour de France 2000. Et qu'en 2000, à l'époque, les internets, c'était compliqué de mettre des photos. C'était compliqué d'avoir des photos de très bonne qualité. On va revenir sur la 17e étape de ce Tour 2000. Le Tour 2000, bien entendu, c'est la 2e victoire de notre ami Lance Armstrong, l'homme qu'on n'a plus le droit de dire qu'il a remporté le Tour de France. Et oui, il en avait 7, mais il a été déclassé, je rappelle. Donc normalement, il n'a pas gagné de Tour de France, Lance Armstrong. C'était la belle époque du cyclisme dopage que l'on connaît. Hein. On sait qu'ils se sont dopés, parce qu'il y a des coureurs où on peut avoir des soupçons, mais on n'a pas de preuves. Ça, c'est pour certains qui... notamment Monsieur Voyer, qui voit du dopage, notamment peu souvent chez les coureurs français, beaucoup chez les coureurs étrangers. Bon, ça m'énerve toujours un petit peu. C'est croire que dans le cyclisme français, il n'y aurait pas plus de dopage que dans le cyclisme international. S'il y a du dopage, il y a autant de probabilités qu'on en ait en France qu'à l'étranger. Marco Pantani décide d'abandonner avec cette étape qui permet de sortir des Alpes. Pas un grand Tour de France 2000 pour Pantani qui voulait jouer le général, mais qui se retrouve face à un Lance Armstrong qui est meilleur que lui sur le contre-la-montre. On part depuis la ville d'Évian. Pas grand chose au niveau du classement général, même à se mettre sous la dent, car Jan Ullrich est déjà à 5 minutes de retard. C'est une année où vraiment sur le Tour de France, Lance Armstrong est au-dessus. Et même Jan Ullrich n'arrive pas à suivre. Je crois qu'à l'arrivée, il y aura 7 minutes 30, parce qu'il y aura encore un contre-la-montre qui permettra à Lance Armstrong d'augmenter cette avance. Et on sait déjà à partir de ce moment-là que Lance Armstrong a gagné le Tour. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation pendant 5-6 jours où le Tour est pas très passionnant. Alors cette étape est destinée aux sprinteurs ou aux baroudeurs, car dans le final, il y aura une petite bosse dans le circuit final autour de Lausanne, même si l'arrivée se joue sur du plat, contrairement à cette année. Beaucoup d'attaques au début de cette très courte étape de 155 km. À l'époque, 155 km, c'était très très court. Il faut savoir que même aux Champs-Élysées, on roulait 160-170 km le dernier jour de course, ce qui fait qu'on avait une dernière étape qui durait 3 plombs. On partait à 13h, ça finissait, il était 18h. Tu avais l'impression d'avoir vieilli de 40 ans en regardant l'étape du Tour de France. La dernière étape, c'était un enfer.
Et donc 155 km, c'était atypique à l'époque. C'est Maximiliano Lelli de la Cofidis qui arrive à sortir. Et avant le col d'Emos, il a 2 minutes 30 d'avance, c'est-à-dire à 54 km de l'arrivée. Derrière, la Télécom et l'US Postal Control, d'un côté pour Lance Armstrong, de l'autre côté pour Ulrich, vous allez me dire, mais surtout pour Erik Zabel, en tête du maillot vert. Dans le final, il est rejoint, notre ami Lelli, par 2 autres coureurs. D'un côté, vélo de la Mercato Ene Uno et Mangin, Christophe Mangin, de la FDJ. Ils ont 1 minute d'avance, mais le vent de face ralentit leur progression. Juste avant de rentrer dans le circuit final à Lonzal, à 11 km de l'arrivée, ils sont repris. C'est tôt quand on connaît le parcours final, c'est donc très dangereux, on peut craindre des contres. Et c'est ce qui va se passer à 4,5 km de l'arrivée, avec 2 coureurs qui tentent de sortir et pas n'importe quel puncher. On a Mario Hart du côté de la Lotto et Eric Decker du côté de la Rabobank, déjà vainqueur de 2 étapes Decker sur ce Tour de France, la 8e et la 11e. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit très vite que Mario Hart, malgré ses qualités, n'arrive pas à suivre le Hollandais. Et ce qui fait que Eric Decker passe seul là, sous la flamme rouge avec 8 petites secondes d'avance sur le peloton. Mais un peloton très désorganisé. Les équipes de sprinters n'ont plus de personnel, surtout la T-Mobile, on n'arrive plus à contrôler pour notre ami Jan Ulrich. Et surtout pour Zabel. Aux 200 mètres, c'est Zabel qui lance son sprint, mais il ne pourra pas rattraper Eric Decker qui s'impose pour la 3e fois sur ce Tour de France. Et c'est quand même une performance remarquable pour un baroudeur de s'imposer 3 fois sur le même tour. Et cette étape ne provoque aucun changement au niveau des différents classements qui sont déjà bien actés avant la fin de ce Tour de France. Eric Decker qui sera une époque accusé de dopage. Notamment lorsqu'on aura l'affaire Rabobank qui sera dévoilée. Donc on a toujours supposé qu'il y avait du dopage organisé à la Rabobank quand Michael Bogart par exemple a parlé, ou Thomas Dekker qui avait dit le dopage était institutionnel du côté de la Rabobank, c'est-à-dire que grosso modo c'était ancré dans les mœurs de cette équipe de se doper et qu'il n'y avait aucun contrôle. Mais lui a toujours nié avoir été dopé. Il sera directeur sportif pendant de 2007 à 2015. Après sa retraite, il sera obligé de prendre sa retraite après une chute sur le Tour de France où il aura notamment une grosse commotion cérébrale. Il aura aussi des dents cassées, des blessures au visage. Et donc il arrêtera sa carrière après cette chute. Les célébrités du côté du cyclisme. À Lausanne, on a pas mal de Suisses, bien entendu, avec Pascal Richard, Aurélien Clerc, Danilo Weiss. À Dole, on a que des personnalités cyclistes du côté de Lausanne, j'en ai pas trouvé d'autres. Du côté de Dole, eh bien, c'est Louis Pasteur, et oui. On a également Hubert Félix Thieffen. À Champagnole, on a Quentin Fillon-Maillet, au niveau du biathlon. Nous avons au Rousse Léo Lacroix. Nous avons qui a fait du ski, Léo Lacroix. Jason Lamy-Chapuis également au Rousse. Champion olympique, je rappelle, des combinés nordiques, c'était en 2010 du côté de Vancouver. Nous avons également à Lausanne Pierre de Coubertin, alors qui était français, Pierre de Coubertin, inventeur des Jeux olympiques modernes, mais qui est mort à Genève. Pierre de Coubertin, et Lausanne est la ville un petit peu de l'olympisme pour Pierre de Coubertin. On aura également Coco Chanel, très connu pour avoir fait des costumes, pour avoir aidé, également pour avoir collaboré pendant la guerre. C'est pas que la mode, Coco Chanel. Maurice Béjart, le danseur, qui est mort du côté de Lausanne. Et puis Stanislas Wawrinka, le joueur de tennis, parce que Stanislas Wawrinka n'est pas seulement un personnage du flambeau. Du côté de la météo, soleil, il va commencer à faire chaud, il va falloir le prendre en compte, on va atteindre les 29 degrés, alors que pourtant on va dépasser à certains moments les 1000 mètres d'altitude, donc ça veut dire qu'il va faire quand même très chaud, il faudra faire attention, il y aura peu de vent, parfois à certains endroits, parce qu'on sera engoncé dans certaines vallées, donc ça peut être compliqué. Au niveau du vent, d'eau, 3/4 d'eau dans la première partie de course jusqu'à Moret, la côte de 3e catégorie. Donc c'est la côte des Rousses. Et puis ensuite, le vent sera plutôt de côté sur la suite. Mais il faudra se méfier entre côté, 3/4 face. Ça pourra varier à certains moments.
Il sera entre 15-20 km/h, parfois des rafales à 40. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier parce que ça pourrait rouler très très vite encore dans la première partie de course. Surtout si on veut prendre l'échappée. Et puis dans la montée finale, par contre, le vent sera de face. Donc ça pourrait annihiler des tentatives d'attaque de certains leaders. Du côté de la stratégie, échappée, 8-12 coureurs, peut-être plus sur une étape comme ça. Et puis 8 heures dans ce groupe. Ou victoire d'un leader du peloton, notamment en cas de bordure. Si on tentait de bordurer dans cette étape. Mais je ne suis pas sûr qu'on tente le coup pour reprendre 30 secondes, 1 minute. Parce que déjà demain, il y aura une étape difficile et que surtout il y a de la fatigue accumulée sur les 8 premiers jours de course. Du côté des favoris, j'ai mis Benoît Cosnefroy dans une échappée, pourquoi pas Benoît, avec surtout plus beaucoup d'ambition au niveau du général pour Ben O'Connor. Pareil, Pinte, c'est quand même peut-être un peu tendre, donc ça peut être l'idée de mettre Cosnefroy dans l'échappée. Michael Matthews en cas de sprint. Dans le peloton, Bike Exchange qui roulerait fort et Pogacar qui se fera avoir par le vent de face. Victor l'a fait, alors soit dans une échappée, soit en attaquant. C'est un coureur qui a les capacités de faire les deux. Et puis en grosse cote, dans une échappée, j'ai mis Andras Leknesund, le Norvégien de la DSM. J'étais pas hyper inspiré pour la grosse cote. Donc je me suis dit, tiens, Leknesund, pendant le Tour de Suisse, c'était une étape avec un pourcentage à peu près équivalent. Et il avait été très bon dans l'échappée. Les horaires, départ réel à 13h05. La Côte des Rousses, donc à 85 km de l'arrivée, ça sera entre 13h35 et 13h48 et l'arrivée est prévue entre 17h28 et 17h53. L'arrivée est prévue assez tard pour cette étape. Donc faites attention, hein, si vous mettez la télé à 14h, peut-être que vous allez voir 120, 130 km encore de l'arrivée. Bah, c'est normal parce que l'arrivée est prévue assez tard aujourd'hui par les organisateurs. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mail Production. Ciao, ciao!